Bonjour à tous. On va voir ensemble, donc je suis d'abord Jean-Christophe Lucet, je suis en charge de la prévention d'infections dans l'université et on va voir ensemble quels sont les modes de transmission et les stratégies de prévention du personnel et plus largement dans la communauté. Donc peut-être un tout petit point pour commencer, pour vous rappeler qu'on est en train d'entrer dans la phase 3 de l'épidémie, où l'objectif est de prendre en charge un nombre de patients qui est en augmentation, de lutter contre la transmission nosocomiale, transmission de patient à patient dans l'hôpital, tout en préservant la prise en charge des patients, qu'ils soient Covid positifs ou Covid négatifs. La transmission, elle est d'abord essentiellement interhumaine, et par analogie avec les précédents coronavirus que sont les SRAS ou le SARS et le MERS coronavirus, on sait d'abord que la survie du virus dure quelques heures sur les surfaces sèches, généralement moins de 6 heures, plutôt 4 heures, et que la transmission, par analogie avec la grippe, est une transmission qu'on appelle gouttelette, c'est-à-dire des grosses particules qui vont aller s'impacter sur les conjonctives ou les muqueuses. Donc le contact se fait en face à face, sans port de masque. Le masque permet soit le masque porté par la personne qui est malade, soit le masque porté par la personne en face est une protection contre la transmission. Donc contact en face à face sans masque. Mais un autre mode de contamination possible est la contamination de l'environnement à partir des grosses gouttelettes à 1 mètre ou 1,50 m de distance. Et des mains contaminées au contact des surfaces peuvent, si elles sont portées au visage, portées aux muqueuses notamment, contaminer la personne qui ne s'est pas désinfecté les mains auparavant. Donc les mesures de prévention, elles sont essentiellement de 3 ordres. D'abord, de respecter strictement les précautions standards. Ensuite, de porter un masque de soins dans des circonstances dont on verra après les occasions, et enfin d'être attentif à l'hygiène des mains et notamment à l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Je vais passer sur cette diapositive-là pour vous montrer un certain nombre de points qu'on pense très importants en termes de communication vers l'ensemble de la communauté hospitalière et au-delà de la communauté hospitalière. D'abord, le principe est de toujours donner des informations rapides et véridiques, et c'est comme ça que la communication a été organisée au niveau national. Un deuxième élément qu'il est important de souligner, c'est que l'épidémie est très très évolutive. Et ce qu'on dit à un moment peut changer 3 jours plus tard. Donc c'est la caractéristique d'une épidémie d'être très évolutive et donc de devoir adapter ses mesures de prévention. On va le voir ensuite, il y a des choix à faire en termes de stratégie diagnostique et de stratégie de prévention. Et puis un élément important, c'est que l'assistance publique et plus généralement l'Île-de-France a été plus rapidement concernée que beaucoup d'autres régions françaises. Et les éléments qu'on vous a donnés ici aujourd'hui peuvent être en décalage par rapport à la communication qui a été faite au niveau national. Enfin, des éléments importants, et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de communiquer très largement sur la situation que vous avez vue avec la présentation de Xavier Lescure et sur les mesures de prévention. Alors, quels sont les enjeux? Il y a essentiellement 3 enjeux. Le premier a été évoqué par Xavier Lescure, c'est de s'assurer, de décider quels sont les patients ou les soignants qu'il faut prélever à la recherche de Covid. Et donc, Xavier en a parlé rapidement, on va prélever préférentiellement des patients qui sont dépendants ou oxygénodépendants ou les patients qui présentent des symptômes moins importants mais qui ont des comorbidités et notamment, comme en a parlé Xavier Lescure, des pathologies cardiaques ou pulmonaires sévères. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la capacité à mettre en œuvre des mesures de protection. Il y a des éléments importants, notamment pour les solutions hydroalcooliques, qui, avec quelques problèmes de distribution, sont maintenant complètement réglés. L'autre enjeu, c'est la disponibilité des masques de soins, dont on sait qu'elles ne sont pas suffisantes pour l'instant pour permettre de durer dans le temps sur la protection et des patients et des personnels. Et donc, bien sûr, derrière ces 2 enjeux, qui prélever dans les conditions et quels soignants ou quels patients protéger, il y a des notions de priorisation des mesures. Alors bien sûr, la première mesure, c'est l'application des précautions standards. Tout le monde les connaît. Peut-être faut-il les rappeler ici. C'est de porter un masque de soins pour toute personne qui présente des signes respiratoires ou des signes ORL, respiratoires haut, avec une fièvre, même si la fièvre est modérée. C'est ce que les Américains appellent la cuff étiquette, le masquage systématique dans ces situations-là, qui est extrêmement banal dans les pays d'Asie du Sud-Est et notamment au Japon, mais qui est encore insuffisamment pratiqué dans les pays d'Europe de l'Ouest. Ça concerne bien sûr les personnes, des patients, des soignants, des visiteurs, et quel que soit le lieu de soins, mais aussi bien sûr en dehors du lieu de soins.
Et vous voyez en bas à droite la diapositive, plutôt l'affiche qui a été apposée au tout début de l'épidémie, à la fin du mois de janvier, recommandant à toutes les personnes se présentant aux urgences de porter un masque de soins. Et vous voyez que c'est écrit aussi en mandarin, puisqu'au moment du début de l'épidémie, c'était des patients chinois en fait qui étaient principalement concernés. Donc informer à l'arrivée dans les services d'urgence ou dans les services de consultation de l'importance de demander un masque si on présente des signes respiratoires. Alors voilà la tenue telle qu'elle était utilisée auparavant, et cette tenue de protection, c'est la tenue que portent les soignants quand ils prenaient en charge des patients suspects de MERS coronavirus, qui a la particularité d'avoir une mortalité de l'ordre de 15 à 20%. On est devant un virus qui est beaucoup moins virulent, avec une mortalité beaucoup plus faible, et puis on a appris depuis le début de l'épidémie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ce type de mesures qui sont l'association de précautions contact et de précautions de type aérien. Donc voilà les mesures qui sont actuellement recommandées. Et donc, logiquement, ce sont les précautions qu'on appelle gouttelettes, grosses particules, et des précautions contact qui sont rappelées ici, le port d'un masque chirurgical et des lunettes de protection pour éviter la projection sur les yeux, l'utilisation d'une surblouse à usage unique à manches longues, une hygiène des mains avec des solutions hydroalcooliques qui d'ailleurs ne nécessitent pas le port de gants, l'hygiène des mains suffit, donc pas de port de gants, sauf l'exposition bien sûr aux liquides biologiques, l'évacuation des déchets en déchets à risque infectieux et l'entretien de les surfaces avec les produits habituels. Le virus est sensible aux produits utilisés habituellement, de même que la gestion du linge ou de la vaisselle qui est faite de façon habituelle. Un petit bémol quand même, c'est qu'on sait, notamment à l'occasion de l'épidémie du SARS en 2004, qu'il était probablement possible d'avoir des petites particules à l'occasion des manœuvres respiratoires invasives, notamment le prélèvement nasopharyngé pour rechercher le SARS-CoV-19 ou des manœuvres invasives en réanimation comme l'intubation, l'endoscopie ou l'aspiration trachéale. Et dans ces conditions-là, il est recommandé de porter un masque FFP2 qui assure aussi la protection contre les petites particules. En ce qui concerne les personnels, voici la doctrine qui est pour l'instant en place à l'assistance publique. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs situations qui sont envisagées pour le port du masque. Et donc là, il s'agit du port de masque de soins ou masque chirurgical. D'abord, de protéger les soignants de première ligne, ceux qui sont amenés à avoir soit beaucoup de patients, soit des patients symptomatiques. Et vous voyez que les services d'accueil des urgences, les urgences maternité, les services d'accueil à l'entrée de l'hôpital, les consultations d'urgences infectieuses, l'accueil de consultations, tous ces secteurs justifient que tout le personnel dans ces services porte un masque en continu, quelle que soit la situation, 24 heures sur 24, y compris d'ailleurs en dehors du contact direct avec les patients, c'est-à-dire notamment dans les moments de transmission. Pour les filières des patients immunodéprimés, c'est-à-dire quand on accueille dans nos filières des patients qui sont à risque de développer une infection, la recommandation est de masquer ces patients. Je pense en particulier aux filières d'hôpital de jour de transplanté rénal, transplanté pulmonaire, transplanté cardiaque ou bien hôpital de jour d'oncohématologie. Et donc, je le rappelle, c'est un port du masque de soins en continu, que ce soit en présence ou non des patients, et bien sûr l'utilisation systématique et très large des solutions hydroalcooliques. Ce masque, il est pour une durée d'efficacité de 4 heures, donc il doit être changé tous les 4 heures systématiquement. Alors, deuxième situation, c'est un contact qu'on a avec un cas Covid, donc un cas confirmé, et un contact qu'on a sans tenue de protection, c'est-à-dire sans masque de soins. Et donc là, dans ces situations-là, on établit une traçabilité des personnes exposées. On demande aux personnes exposées de porter un masque de soins en continu pendant les 14 jours qui suivent, qui est la durée maximale d'incubation. Bien sûr, d'utiliser très largement les solutions hydroalcooliques. Et dans l'hypothèse où le soignant, qui peut être un étudiant en médecine ou un médecin, présente de la fièvre ou de la toux, là, le contact est pris avec le référent infectiologue pour un dépistage. La troisième situation est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on prend en charge avec un masque un patient confirmé, et donc là, on établit une traçabilité des personnels, mais sans mesure particulière. Donc l'indication des masques, on peut la rappeler ici, c'est donc des masques de soins ou chirurgicales pour les patients, ceux qui sont des patients qui présentent des signes respiratoires et de la fièvre, ou de la fièvre d'ailleurs, un patient cas possible de Covid-19, les patients immunodéprimés, notamment dans les filières d'hôpital de jour, et puis à plus forte raison, un patient qui est Covid-19 positif. Et pour les professionnels de santé, ceux qui présentent des signes respiratoires ou de la fièvre, les personnels d'accueil dont j'ai parlé précédemment, la prise en charge des cas possibles de Covid-19,
bien sûr en dehors des manœuvres à risque. Et puis, quand on est contact soignant d'un cas confirmé, la recommandation de porter pendant 14 jours un masque de soins dans l'hypothèse où on pourrait développer des symptômes. Pour le masque FFP2, et donc il faut rappeler les indications qui sont d'abord indiscutables, celles que vous connaissez, c'est-à-dire la tuberculose bacillifère, la rougeole, la varicelle, mais aussi la prise en charge de cas confirmés de Covid-19 au moment des manœuvres à risque. C'est-à-dire que dans les services de réanimation, l'ensemble des personnels restent masqués avec un masque FFP2 de protection respiratoire, alors que pour les autres situations, on est passé maintenant avec un masque de soins, même au contact d'un patient Covid positif, notamment en maladie infectieuse. Alors comment se protéger en dehors de l'hôpital? Et donc ça, c'est des mesures d'hygiène de la vie courante qu'il faut expliquer et renforcer. Donc c'est d'abord d'éviter le contact rapproché et prolongé avec des personnes malades. Voilà. Réaliser une hygiène des mains très fréquemment, et donc friction hydroalcoolique ou lavage des mains à l'eau et au savon, par exemple lorsqu'on sort des transports en commun. Ne pas se serrer les mains, ne pas s'embrasser en dehors du cercle familial. Et bien sûr, quelque chose de très important, c'est d'éviter de porter ses mains potentiellement contaminées au visage, pour éviter de contaminer ses muqueuses. En termes d'hygiène respiratoire, les mesures sont largement diffusées, ont été rappelées dans des messages radio et télévision, donc d'utiliser des mouchoirs à usage unique, de les jeter à la poubelle immédiatement, de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Quand on doit tousser ou éternuer, le faire dans le pli du coude, et puis ne pas se couvrir les mains ou la bouche quand on tousse. Il ne faut pas le faire directement dans les mains, mais le faire au niveau du coude. En cas de signe d'infection respiratoire, porter un masque chirurgical. Un autre élément important, c'est le comportement que nous devons tous avoir dans la situation qui est en train de se développer rapidement. Donc la première chose à faire, c'est de diminuer les contacts sociaux et d'essayer de maintenir en toutes circonstances une distance de plus d'1 mètre en face à face. Voilà. Et par exemple, dans les selfs des hôpitaux, on est en train d'organiser l'organisation de l'accueil dans les selfs pour faire en sorte que les soignants ne soient pas en face à face. C'est vrai pour le self du personnel, mais c'est aussi bien sûr vrai dans les salles de détente, dans les services. Éviter les rassemblements. Et donc, par exemple, la fermeture des salles de garde est en train de s'organiser. On va la fermer, nous, dans notre hôpital qui viennent. De limiter les visites à l'hôpital. Il faut bien sûr éviter que des visiteurs viennent à l'hôpital. Alors, c'est en particulier vrai pour les visites des enfants. Les visites des enfants sont interdites et donc là, il faut le rappeler systématiquement. En maternité, ne viennent que le conjoint de la femme qui vient d'accoucher, pas ses enfants. Et puis, dans les secteurs de soins, on recommande qu'il n'y ait qu'une seule visite de la même personne, une fois par jour et sans aller au-delà. Et puis, j'ai marqué « protéger nos anciens ». Il est important de leur dire, dès lors qu'ils sont plus de 65-70 ans, de rester à domicile et de s'exposer le moins possible à une potentielle contamination quand on a vu que l'incidence d'une part et la gravité d'autre part étaient plus élevées chez les personnes plus âgées. Protéger les patients fragiles, donc se laver fréquemment les mains, mouchoirs à usage unique, donc ça on l'a vu juste auparavant. Et puis, pour des personnes fragiles, même s'il y a des symptômes minimes, porter un masque de soins, nous-mêmes, pour éviter de contaminer les personnes fragiles. On l'a vu notamment pour les filières de patients immunodéprimés. Donc je termine juste par quelques affiches, qui sont des affiches qui sont maintenant très largement diffusées à l'AP-HP. Donc vous pouvez en avoir bien sûr copie et les demander en fait dans les hôpitaux dans lesquels vous travaillez. Ici, des recommandations sur le port du masque, quel masque doit être porté dans quelles circonstances, qui permet de clarifier vraiment les indications très restreintes de l'utilisation des masques FFP2. Ici, des recommandations de comportement quand on a été contact d'un patient confirmé sans porter un masque, et donc c'est ce qu'on appelle un soignant exposé. Et vous voyez donc les règles de la vie courante. Et puis enfin, plus largement, ça c'est l'affiche qui est à l'entrée de tous les hôpitaux, à destination principalement des visiteurs, mais aussi des soignants, sur les bonnes pratiques de prévention à pratiquer. Et j'ai fini, je vous remercie.